Bonjour tout le monde, bienvenue sur les webinaires éco de la Chambre de métiers et de l'artisanat Hauts-de-France. Aujourd'hui, ce webinaire est dédié aux artisans et il a pour objectif de vous informer comment bien gérer sa trésorerie dans un contexte de crise. N'hésitez pas à cliquer sur le lien qui s'affiche sur votre écran pour découvrir les prochains webinaires éco. Certaines thématiques comme relancer son activité commerciale durablement et efficacement ou encore chef d'entreprise, oser les marchés publics pourraient vous intéresser. Vous avez un chat sur ce webinaire, vous pouvez poser vos questions. Je ferai une sélection tout au long de la présentation et à la fin, je poserai vos questions à nos experts. Vous avez aussi un onglet sondage, n'hésitez pas à le consulter, nous pourrons vous poser des questions. Si jamais vous avez un problème de son, d'image, de chargement, pas de panique, vous pouvez actualiser votre navigateur. Si vous rencontrez toujours ce problème, vous recevrez à la fin du webinaire un email avec le lien du replay pour pouvoir regarder ce webinaire. Donc nous allons essayer de respecter le format d'1 heure et de vous satisfaire au maximum. Aujourd'hui sont présents pour ce webinaire Alexandre Vasseur et Quentin Lallemand, chargés de développement économique à la CMA Hauts-de-France, et moi-même, Maureen Gansard, chef de produit marketing, clients et entreprises. Je vais laisser la parole à Alexandre et Thomas, à Alexandre et Quentin, pardon, et je vous souhaite un bon webinaire. Donc bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire de la Chambre de métiers et de l'artisanat Hauts-de-France. Donc celui-ci, comme Maureen l'a dit, sera consacré à la gestion de la trésorerie et co-présenté par Quentin Lallemand, chargé de développement économique à l'antenne de Béthune, intervenant particulièrement dans les communes de moins de 3000 habitants de la communauté d'agglo Béthune, Breuard, Thoilly, Romane. Par moi-même, Alexandre Vasseur, donc chargé de développement économique. J'interviens principalement sur les questions de création, reprise et développement d'entreprise dans le cadre des dispositifs Booster et Starter financés par la région de France et le FEDER, sur lesquels nous reviendrons dans la suite de cette présentation. Donc, le thème de ce webinaire est donc la gestion de la trésorerie. Nous essaierons donc dans un délai assez court qui vous est attribué de vous apporter des réponses à vos inquiétudes en matière de trésorerie. Le but est également de vous aider à prendre du recul sur une situation inédite que vous n'avez pas choisie, mais que vous devez malgré tout parvenir à maîtriser. Enfin, de vous aider, de vous donner quelques outils afin de mieux gérer les flux de trésorerie. Donc, nous ne traiterons pas les aides, dans la mesure où celles-ci ont déjà été abordées dans un webinaire dédié du 16 avril. Vous pouvez également consulter les détails de ces aides sur notre site internet. Pour certains cas qui poseraient des difficultés, nous vous invitons à nous contacter. Artisans étant différents, nous cherchons à vous apporter une réponse individualisée. Donc, dans un premier temps, nous aborderons donc le concept de trésorerie, dont une définition est nécessaire afin de mettre en évidence les aspects pervers de sa maîtrise et les différentes solutions pouvant être apportées aux difficultés que vous rencontrez. Je chercherai à vous donner un outil important pour la gestion des flux de trésorerie, basé sur 3 piliers: s'organiser, anticiper et prendre du recul. Dans un troisième, nous anticiperons en envisageant justement un redémarrage de l'activité, sachant que beaucoup d'aspects de la relance pourra donc s'adapter aux changements à venir. Dans un dernier, nous vous présenterons succinctement l'accompagnement de la CMA en période de crise, mais pas seulement. Donc, pour commencer sur la première partie, je vais donc essayer de vous définir le plus clair la notion de trésorerie. Donc, trésorerie, c'est une notion qui fait peur à certains. Nous nous sommes donc dit qu'il fallait, pour vous apporter des solutions adaptées, compréhensibles, en revenir à l'essentiel. Donc, cela permettra de mieux comprendre pour la suite l'importance de l'outil qui est le prévisionnel de trésorerie. Donc, la notion de trésorerie, comme je l'ai dit, est à la fois simple et complexe. Donc, pour beaucoup d'entreprises, gérer sa trésorerie, c'est consulter son compte en banque, car vous avez souvent la tête dans le guidon du fait d'un manque de temps dédié à la gestion d'entreprise. Donc, c'est un aspect pervers, c'est un effet pervers de considérer la trésorerie comme une donnée à un moment T. Donc, il vaut mieux parler de flux de trésorerie ou même de liquidité. En fait, la trésorerie, la liquidité, rappelle que l'argent va et vient, un peu comme un flux sanguin. Donc, ce que vous possédez aujourd'hui n'est pas forcément ce que vous posséderez demain. Compte une notion qui est la temporalité. Donc, sur votre compte, il y a des euros de long terme, qu'on appelle communément fonds de roulement net global, FRNG, sur le diaporama, et des euros amenés à être dépensés rapidement pour les besoins de l'exploitation, qu'on appelle communément besoins en fonds de roulement, BFR,
sur le diaporama. D'autres aspects pervers de la trésorerie est généralement la confusion entre rentabilité et trésorerie. Donc, cela fait donc partie des points que j'aborderai dans la suite de la présentation. Donc, pour commencer sur la définition de la trésorerie, il faut commencer par le besoin en fonds de roulement, un rappel de ce qu'est le besoin en fonds de roulement, ou BFR. Donc, c'est la somme nécessaire que l'entreprise paye ses charges courantes en attendant de recevoir le paiement de ses clients. Donc, sur ce schéma, il y a deux parties. Donc, les deux premières flèches en orange et en jaune représentent le besoin d'argent, donc lié en orange au délai de stockage entre la date d'achat et la poche chez le client. L'autre, en jaune, le délai de paiement que vous accordez ou que vous subissez aussi parfois de la part de vos clients. Donc, il faut le prendre en compte et généralement pris, il ne représente souvent qu'une faible partie du total. Généralement, par exemple, dans le bâtiment, il est de l'ordre de 30%. La deuxième partie, avec la flèche verte, correspond à la ressource de court terme liée au délai de paiement que le fournisseur vous accorde. C'est la dette fournisseur. Enfin, si nous calculons la différence, les besoins de court terme représentés par le stock et les créances clients et le délai de paiement fournisseur, nous avons donc un besoin en fonds de roulement. Il est généralement exprimé en jours de chiffre d'affaires puisque les autres éléments se raisonnent en jours. À titre d'exemple, la maçonnerie en moyenne c'est 34 jours, la photographie en moyenne c'est 5 jours. Il s'agit il faut donc comprendre que cela dépend surtout de votre capacité de négociation avec les clients et les fournisseurs, et également de votre gestion et de votre façon de travailler. Deuxième élément, le fonds de roulement net global, donc les ressources de long terme, le FRNG, qui correspond, lui, aux excédents de ressources de long terme, c'est-à-dire la trésorerie de côté. C'est les ressources stables non utilisées, donc les fonds propres via les résultats ou la marge générée, les apports et l'emprunt. Donc, le roulement net global, c'est de payer ce qu'on a vu précédemment, le besoin en fonds de roulement, en attendant, comme je l'ai dit, le paiement par les clients. Donc, il faut donc couvrir vos charges variables avec les fournisseurs, le carburant, le matériel. Il faut également couvrir les charges fixes, les charges de personnel, par exemple, le comptable, l'assureur, le loyer, etc. Donc, de ce fait, il faut toujours un fonds de roulement positif. Les ressources de long terme vont financer les besoins de court terme. Donc, pour mieux comprendre les notions de besoin en fonds de roulement et de fonds de roulement, je vous propose de faire un petit exemple que j'ai s'agissant d'un webinaire de la rapidité de rigueur. Prenons le cas de l'entreprise de M. Durand. Il est confronté à un choix, un client potentiel effectuer des travaux. Avant d'accepter le chantier, il souhaite donc vérifier s'il aura un excédent de trésorerie ou un manque de trésorerie sur ce chantier. Donc, pour réaliser le chantier, un investissement de 17 000 €. Il dispose également de 5 000 € d'argent disponible, qu'on peut qualifier d'apport. Il pense avoir besoin d'un emprunt de 16 000 €. D'un autre côté, il devra acheter 2 600 € de stock de matières premières pour réaliser le chantier. Ses fournisseurs ne lui accordent pas tous un délai de paiement, mais l'un lui accorde un paiement correspondant à la somme de 1 800 €. Enfin, les créances clients, c'est-à-dire l'argent dehors entre la signature du devis et le paiement du solde, qui correspond à la somme de 4 200 €. Donc, monsieur, un excédent ou un manque de trésorerie. Donc, pour calculer la trésorerie pour ce chantier, il faut donc calculer d'abord le fonds de roulement global, les ressources de long terme, c'est-à-dire 5 000 € d'apport, plus 16 000 € d'emprunt, moins 17 000 € d'investissement. On a donc une ressource de long terme de 4 000 €. Ensuite, le besoin en fonds de roulement. Le besoin en fonds de roulement correspond à 2 600 € plus 4 200 € de créances clients, moins la dette que le fournisseur nous accorde à court terme, 1 800 €. Cela donne donc un besoin en fonds de roulement de 5 000 €. Donc la trésorerie est donc égale au fonds de roulement net global moins le besoin en fonds de roulement, c'est-à-dire 4 000 moins 5 000. Nous avons donc un manque de trésorerie de 2 000 €.
Alors cet exemple est volontairement simpliste pour les besoins de cette présentation. D'autre part, il ne correspondra pas forcément à toutes les activités, mais montrer qu'avant d'accepter une commande, une estimation de la trésorerie est nécessaire. Alors, M. Durand doit-il prendre ce chantier en conclusion de cet exercice, à la condition uniquement qu'il parvienne à maîtriser son besoin en fonds de roulement ou à augmenter son fonds de roulement, c'est-à-dire les ressources de long terme. S'il négocie par exemple un délai de paiement moins important avec le client, il présente correctement la facture, il négocie un acompte plus important, une dette fournisseur plus importante, ou par exemple qu'il achète au fur et à mesure, ou qu'il ait un peu plus d'argent sur son compte, ou qu'il négocie un emprunt supérieur. Donc pour résumer, il faut que le fonds de roulement net global, en vert sur le schéma, soit suffisamment élevé pour couvrir le besoin en fonds de roulement, en orange. Si c'est le cas, nous aurons donc un excédent de trésorerie. Si ce n'est pas le cas, nous aurons un manque de trésorerie. Donc pour que l'entreprise ait de la trésorerie, vous l'aurez compris, il faut agir à la fois sur les ressources de long terme, le fonds de roulement net global, et à la fois sur les besoins de trésorerie de court terme via le besoin en fonds de roulement. Donc pour en revenir à la situation actuelle, espérant que vous ayez compris la définition de la trésorerie donnée précédemment en quelques diapos, de façon concrète, à partir de cette définition, il est donc possible d'établir une liste des solutions en cas de manque de trésorerie. Donc ces solutions sont basées sur deux actions possibles. Pour l'une, en vert, il s'agira d'augmenter les euros de long terme, donc augmenter ce qu'on appelle le fonds de roulement net global. Cette action renvoie à deux catégories de solutions qui ont une incidence dans la vont agir directement sur la structure même de l'entreprise. Pour l'autre, en orange, il s'agira de diminuer vos besoins d'euros de court terme, baisser le besoin en fonds de roulement. Cette action entre guillemets de crise pour la partie orange. Donc c'est des solutions qui ne sont pas forcément tenables dans la durée, ou en d'autres termes pérennes dans le temps. Il s'agit généralement d'agir chantier par chantier, pour reprendre l'exemple du bâtiment. Donc je me propose donc de passer en revue les différentes solutions pour la maîtrise des flux de trésorerie. Donc pour la partie verte, augmenter les ressources de long terme. La première des solutions, c'est bien entendu de solliciter un prêt garanti, de solliciter éventuellement le fonds de solidarité. Je ne m'attarde pas sur ce point, nous détaillerons ces aides en fin de présentation. Deuxièmement, le report des échéances de crédit, qui est une solution apportée qui est intéressante, puisque bien qu'il s'agisse d'un report en fin d'échéancier et pas d'un abandon, puisque c'est de l'argent que l'entreprise doit, il s'agit de conserver du coup de manière plus longue les euros de long terme qui ont été précédemment prêtés. Donc au final, vous allez augmenter votre fonds de roulement en décalant le paiement des crédits en fin d'échéancier. En dernier lieu, si possible, bien sûr, réinjecter de l'argent, c'est-à-dire augmenter l'apport qu'on a vu précédemment dans l'exercice, en limitant les prélèvements, par exemple, en limitant les dividendes. Je place sachant qu'il vaut mieux avoir recours aux aides et donc au financement bancaire, car si vous mettez votre argent, il n'y aura plus de capacité de le réinjecter par la suite en cas de difficulté quelconque. Le problème, c'est que dans 6 mois, dans 1 an, ces aides disparaîtront peut-être et nous serons alors peut-être dépourvus de solutions si vous êtes confrontés à d'autres difficultés. Donc il faut donc privilégier pour cette crise sanitaire l'argent externe, le recours à de l'argent externe, sachant également que dans les petites entreprises, ça j'en ai conscience, les possibilités d'apport sont souvent limitées. Pour la partie verte, le deuxième cadre, il s'agit là d'une solution non adaptée à la crise, mais qui peut être nécessaire à la relance, c'est-à-dire désinvestir, ou plutôt investir et moins s'investir sur des activités non rentables. Donc, ne pas forcément s'éparpiller. Donc, j'entends bien votre besoin absolu de faire du chiffre d'affaires afin de capter la moindre rentrée d'argent possible. Pour autant, toutes les rentrées ne sont pas bonnes à prendre. Donc, par exemple, pour prendre l'exemple de l'esthétique, pour la vente de produits cosmétiques, il s'agit d'une vente sur laquelle le taux de marge est bas et à la différence des prestations qui, elles, ont un taux de marge beaucoup plus haut. Donc, il y a de la trésorerie qui rentre, mais il s'agit d'une solution non pérenne dans le temps,
puisque concrètement, entre guillemets, vous allez vider le portefeuille de vos clients sur des produits non rentables. Donc, il faudra donc, dès la reprise, réorienter le client sur des prestations qui, elles, sont beaucoup plus rentables. Il y aura peut-être aussi une augmentation prévisible de la sous-traitance, dans le point 2, par manque d'investissement. Pour reprendre l'exemple de M. Durand, qui avait l'opportunité de traiter un chantier qui nécessitait des investissements complémentaires, il y a fort à parier qu'il ne vaille mieux pas investir de suite pour conserver justement vos euros de long terme, malgré tout en sous-traitant cette opportunité complémentaire à votre activité et éventuellement dégager une marge. Donc ça, c'est un effet qui risque de se produire avec la crise actuelle. Pour la partie orange, le premier cadre concernant la diminution de vos besoins d'euros de court terme. Donc ces solutions, comme dit précédemment, ne règlent pas les difficultés structurelles de trésorerie, mais ont pour but de combler les trous. Donc la première hypothèse, c'est de contrôler ses stocks, d'éviter les pertes autant que possible, d'ajuster les commandes, peut-être également d'exercer des activités où il n'y a pas trop de besoins en matière première. Deuxième hypothèse, se prémunir contre le risque client, donc c'est plutôt une recommandation. Donc plus pour éviter la trop forte concentration du chiffre d'affaires en un seul client. Donc en d'autres termes, éviter que tout l'argent dehors soit concentré en un seul client qui, en cas de défaillance, en cas d'arrêt d'activité, vous entraînerait dans sa chute. Donc, grosse commande pour un gros client, il faut consulter le BODAC, donc le bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Troisième recommandation, de la présentation de la facture et ajuster votre discours commercial. Là encore, beaucoup d'artisans, par manque de temps, ne présentent pas correctement la facture au client et ne s'attardent pas sur les conditions de règlement. Or, si vous ne disposez pas de la trésorerie d'une grande entreprise, il est important de présenter la facture. Une explication de cette dernière permet de mieux faire comprendre au client votre travail et de se prémunir contre les incidents de paiement. Nous aurions pu également ajouter cette dernière partie les crédits de mobilisation de créances mis en place par certaines banques, soit intéressant. Il n'en reste pas moins que cela revient à faire une abstraction d'une partie de la marge. Dans la partie orange, le dernier cadre, il faut essayer absolument de maintenir les délais de paiement des fournisseurs, mais bien entendu, les impayés sont à proscrire pour éviter justement qu'en cas de problème, ils soient également, eux, en difficulté. Il faut également, deuxième point, s'attendre peut-être à ce que pour se relever de la crise, certains doivent augmenter leur prix. C'est déjà le cas dans certains métiers, dans certains secteurs, pour équilibrer leurs comptes. Mais là encore, méfiance, je vous conseille vivement de vous pencher sur 3 manières de calculer votre prix, à savoir premièrement par rapport à la rentabilité, à travers le calcul d'un prix de revient. Deuxièmement, par rapport à l'étude de la demande, le prix que le client sera prêt à payer. Troisièmement, l'étude de la concurrence. Donc pour ces études des prix, vous pouvez être accompagné par un conseiller de la chambre de métier, donc n'hésitez pas. Dans ces solutions de court terme, nous retrouverons les reports de charges, donc, qui nécessitent souvent une négociation de gré à gré, donc de loyer, d'EDF, etc. Enfin, toujours dans les solutions de court terme, évidemment, votre possibilité de recourir pour certains d'entre vous qui disposeraient de salariés au chômage partiel. Donc cela reste une solution de court terme, car cela engendre un coût en termes de gestion de la reprise, en termes de management au moment de la reprise. Autre aspect pervers de la confusion entre rentabilité et trésorerie, face à une situation exceptionnelle, il est important de comprendre les incidences de vos décisions. Donc, il est important de ne pas seulement agir au niveau de la trésorerie. Donc, la maîtrise de la fuite se fait par la liquidité, mais également par un changement du réservoir, pour prendre le terme de la liquidité. Donc, rien ne sert de boucher une fuite si le problème vient d'ailleurs. Donc, il faut donc, dès que la reprise sera possible, ou pour les activités déjà en route, se concentrer, assurer la rentabilité
en se concentrant sur les chantiers, les prestations les plus rentables. Donc ce schéma des incidences de la crise, qui est également comparable au schéma des incidences de la crise de 2008, souligne qu'en plus d'agir sur la trésorerie, vous devez agir sur votre solvabilité et votre rentabilité. Il faut bien comprendre que l'impossibilité d'exercer, dans un premier temps, pleinement votre activité, dégrade d'abord la rentabilité, ce que vous facturez et ce que vous dégradez, ce que vous avez par rapport à ce que vous devez, puis la liquidité, ce que vous rentrez et ce que vous sortez. Donc il faut donc agir à la source du problème en assurant avant tout la rentabilité en plus de la gestion de la trésorerie. Donc encore une fois, mais c'est important de le rappeler, qu'on a de l'argent sur le compte. Donc c'est un point qui me semble important de rappeler. Deuxième partie avec la gestion de la trésorerie, d'abord s'organiser, ensuite anticiper. Donc quelques petits rappels pour pouvoir gérer correctement votre trésorerie et mettre en place un prévisionnel de trésorerie. Il ne faut pas vous laisser déborder par l'administratif et il faut surtout être organisé. Le prévisionnel de trésorerie que je vous rappelle a pas mal d'éléments comptables. S'ils sont correctement classés, cela rendra l'exercice beaucoup plus facile. Donc, un exemple de classement peut donc être le suivant, avec un classeur pour les relevés bancaires, un classeur pour les factures fournisseurs, un classeur pour les factures clients, un classeur pour les déclarations fiscales et sociales, un classeur pour les documents permanents. Le but est d'éviter d'avoir à sortir votre bail commercial si vous recherchez une facture d'un client, par exemple. Deuxièmement, gérer sa trésorerie, c'est également, c'est surtout anticiper. Donc, c'est-à-dire piloter sa trésorerie, c'est-à-dire connaître les conséquences de ses décisions sur l'évolution de sa trésorerie. C'est-à-dire aussi prévoir au mieux les variations de l'environnement en matière de clients et de fournisseurs et leurs effets. Donc après vous être correctement organisé et avoir compris l'importance de l'anticipation, nous pouvons maintenant parler du prévisionnel de trésorerie. Donc ce document est un prévisionnel. Je vous avertis de suite que les prévisions ne se réaliseront peut-être pas, mais que si vous êtes correctement organisé et faites preuve de rigueur dans la complétude du document, il devrait être fiable en vous permettant de prendre du recul et de prendre les meilleures décisions. Donc le but de ce document est donc d'anticiper les encaissements et les décaissements à venir en se basant sur votre ressenti de l'activité. Ressenti qui n'est pas forcément partagé par le banquier, qui lui constate par rapport à une situation passée vos soldes de compte avec un lexique de type débiteur maximum, créditeur moyen, créditeur maximum, sur une période de référence. Donc le but, c'est de lui apporter des prévisions afin de lui montrer que vous anticipez telle ou telle rentrée d'argent, mais également que vous avez également connaissance de telle ou telle sortie et que vous connaissez donc votre besoin. Donc pour le tableau, il se présente de manière schématique de cette façon, donc des colonnes avec les mois, et en ligne, les entrées, les sorties, le solde du mois et le solde cumulé. Avant de passer au détail, on regarde sur les différents modèles de tableau de trésorerie. Il en existe plusieurs, donc je vais vous en présenter un de façon détaillée par la suite. Donc un conseil, faites-vous accompagner pour la réalisation de ce document, avec notamment les agents de la chambre de métier, qui nous le rappelleront à la fin. Donc, dans cette première partie du tableau, j'ai coupé le tableau en deux pour que ça soit plus lisible pour vous. Dans cette première partie du tableau, vous trouverez les encaissements. Donc, si vous faites quelques recherches ou que vous disposez déjà d'un tableau de trésorerie, comme je l'ai dit, il est possible qu'il ait une forme différente. Donc, le plus important, c'est de parvenir à une prévision correcte. C'est un document de gestion. La deuxième colonne cherche à mettre en avant la situation initiale et est rarement représentée dans un tableau de trésorerie. Celle-ci a néanmoins pour objectif d'enseigner le solde créditeur de trésorerie initiale, donc l'argent dont vous disposez à ce jour. Les colonnes suivantes représentent. Il faut donc déterminer la date de début du tableau de trésorerie et s'y tenir avec rigueur. Concernant les lignes, il y a d'abord l'apport. Comme je l'ai dit précédemment pour l'exercice avec M. Durand, c'est l'argent que vous réinjectez ou qui naturellement que vous avez la possibilité
de réinjecter et qu'on n'est pas assuré malheureusement de pouvoir reprendre. Donc si apport, attention, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y aura moins d'apports et il faut donc privilégier les demandes d'aide existantes. Il y a ensuite les prêts sollicités, il y a le fonds de solidarité qui constitue une rentrée d'argent pour l'entreprise. Ensuite, la partie la plus difficile à renseigner, c'est donc le chiffre d'affaires avec les ventes de marchandises et la production vendue de biens et services. Donc, il faut prévoir mensuellement le chiffre d'affaires encaissé en tenant compte des délais de paiement accordés aux clients. Donc, la mise à jour de cette partie sera souvent nécessaire. De ce tableau, c'est vraiment de le faire vivre et de le modifier au fur et à mesure de votre connaissance future de l'activité, de votre anticipation. Vient ensuite les éventuels remboursements de crédits de TVA qui, pour info, peuvent donner lieu à procédure de remboursement accélérée. Donc pour cela, il faut consulter le service des impôts des entreprises. Vient, pour en finir avec la liste, les autres encaissements qui ne sont pas forcément cités plus haut. Il y a peut-être des encaissements que je n'aurais pas forcément cités plus haut. Par exemple, le remboursement du chômage partiel, SAF. Enfin, forcément, il faut faire le total des encaissements qu'on a nommé grand A. La deuxième partie du tableau, dans la deuxième partie du tableau, il y a tous les décaissements au mois le mois, comme précédemment, avec une situation initiale vous permettant cette fois-ci de renseigner votre éventuel solde débiteur au jour où vous faites le tableau. Donc les lignes suivantes reprennent dans l'ordre les investissements, notamment comme M. Durand tout à l'heure, si un investissement est nécessaire, qui ne peut pas être différé. Les remboursements de prêts, ensuite, avec 3 lignes, on a mis 3 en fonction du nombre de prêts que vous auriez. Donc c'est les remboursements de mensualité, c'est-à-dire le remboursement du capital emprunté et le paiement de l'intérêt. Donc là, pour le coup, il faut tenir compte des reports que vous aurez négociés avec votre banquier. Donc le banquier doit normalement vous communiquer un tableau d'amortissement. Donc vous pouvez reprendre. Ensuite, les achats de matières premières, de marchandises, les achats non stockés. Donc achats non stockés, c'est notamment eau, gaz, électricité, carburant. Les fournitures de petits matériels, la sous-traitance, les entretiens réparations. Donc, il s'agit d'une liste non exhaustive de charges pour partie variable en fonction du chiffre d'affaires. Donc, qui va évoluer forcément, qu'il faudra mettre à jour en fonction du chiffre d'affaires. Donc, pour les premiers mois, vous pouvez renseigner les montants à payer aux fournisseurs en tenant compte des délais de paiement. Pour les autres mois, une estimation en fonction de la saisonnalité du chiffre d'affaires peut être faite. Ensuite, les locations mobilières, donc la location, les redevances de crédit bail, les locations immobilières, les assurances, les honoraires comptables, le téléphone. Donc il s'agit d'une liste non exhaustive fixe. Donc souvent liée à des contrats, il faut donc reprendre les échéanciers un par un et renseigner les montants à payer en tenant compte des délais de paiement. Viennent ensuite les impôts et taxes, dont vous auriez connaissance, les salaires, les charges sociales, qui sont selon moi demandées à votre comptable qui gère généralement la partie sociale, les cotisations de l'exploitant suivant votre échéancier, et si vous n'êtes pas gérant salarié ou président, sinon c'est le comptable qui sera là aussi à même de vous renseigner généralement. Ensuite, les prélèvements. Les prélèvements si vous êtes travailleur indépendant ou la rémunération si vous êtes gérant ou président. Et ensuite, enfin, avant le total des décaissements, donc la TVA à payer qui reste à payer car il n'y a pas de mesure. Il s'agit du solde de TVA lié à de la TVA collectée pour le compte du Trésor sur des ventes précédentes. Restituer cette TVA à payer. Enfin, il faut faire forcément le total des décaissements qu'on a nommé grand B. Il faut calculer le solde du mois, donc les encaissements moins les décaissements, donc A moins B, et calculer le solde cumulé, c'est-à-dire le solde du mois en cours plus le solde cumulé du mois précédent, sauf bien entendu pour le cours. Ça vous donnera donc, excusez-moi, il y a un pompier, cela vous donnera donc le solde de trésorerie prévisionnel. Donc si celui-ci est négatif, il faut chercher des solutions et passer en revue ligne par ligne en gardant en tête la distinction entre les euros de long terme et les euros de court terme. Donc pour le redémarrage, avant de laisser la parole à Quentin,
Il faudra vérifier si les conditions de reprise sont présentes et se fixer un objectif raisonnable dans l'accomplissement du tableau de trésorerie. Dans le même esprit que pour la gestion de crise, il conviendrait d'estimer toujours régulièrement les nécessaires à l'exploitation, notamment en recalculant régulièrement le besoin en fonds de roulement, augmenter éventuellement d'une avance de charges externes par mesure de précaution. Je vais donc laisser maintenant la parole à Quentin Lallemand pour le rappel des aides et la gestion du redémarrage. Merci. Oui, alors merci Alexandre pour la présentation. Alors je tiens à m'excuser par rapport aux problèmes techniques liés au micro d'Alexandre qui grésillait quand même pas mal lors de la présentation. Voilà, comme ça a été dit, ce sont les aléas du direct, on va dire, et des problèmes techniques liés à la à la connexion et à la présentation en général. Mais bon, sachant que ça, j'en profite, à la fin de la diapositive, on va vous préciser comment demander un accompagnement à la chambre de métier. Donc, si vous n'avez pas compris certains éléments, si vous voulez qu'on revienne dessus, dans tous les cas, vous pourrez par la suite solliciter la chambre de métier pour être accompagné. Et là, dans ces cas-là, ça sera, à mon avis, beaucoup plus audible. Alors, donc, comme mon collègue Alexandre vous l'a dit au début de cette vidéo, nous vous présentons très rapidement les aides mises en place pour les entreprises face à la crise de Covid-19. Pour plus de précision sur ces aides, vous pouvez regarder la vidéo de la Chambre de métier et de l'artisanat du 16 avril, disponible en replay sur notre site internet cma-hautefrance.fr. Je précise que ce tableau présente synthétiquement les aides qui existent actuellement, d'autres pouvant voir le jour par la suite. À ce stade de la crise, je pense que la plupart d'entre vous connaissent déjà ces aides, mais nous pouvons ici faire le lien entre ces aides et la gestion de trésorerie que mon collègue vous a expliqué. Concernant ces aides donc, nous pouvons les répartir en 3 grandes catégories pour faciliter leur compréhension. Il existe des aides qui permettent de suspendre et de reporter certains de vos paiements. Les aides que vous devez négocier, c'est-à-dire celles qui ne sont pas délivrées automatiquement. Et enfin, les aides financières directes, c'est-à-dire, pour faire simple, les sommes d'argent que vous pourrez recevoir. Les suspensions et reports de paiement, ainsi que les aides à négocier, ont comme objectif de limiter les sorties d'argent. En effet, comme les sollicitations de clients ont fortement diminué, vous n'avez plus les rentrées d'argent habituelles. Il faut donc limiter les sorties d'argent au maximum. Je pense notamment au report des impôts, report des cotisations sociales, des loyers, de l'électricité, gaz, eau, mais également, comme mon collègue vous l'a dit, l'activité partielle, les arrêts de travail pour votre personnel ou le rééchelonnement des crédits bancaires. Concrètement, vous devez identifier et lister l'ensemble de vos partenaires et structures qui vous prélèvent et les contacter afin de voir avec elles la suspension et le report de ces prélèvements. Vous devez bien entendu privilégier en premier lieu votre banque et votre assurance. À noter qu'en cas de difficulté avec ces partenaires, vous pouvez solliciter le système de médiation. Je pense notamment à la banque et à la médiation de la Banque de France. Concernant les autres aides, celles qui correspondent à des sommes d'argent que vous pouvez percevoir, je vous invite à contacter la CMA pour en connaître les détails. La plupart d'entre vous doivent déjà connaître le fonds de solidarité que vous demandez sur le site des impôts, mais d'autres aides sont davantage techniques, notamment celles de la région, et d'autres dépendent du territoire où vous vous situez, notamment les aides des communautés d'agglomération. C'est la raison pour laquelle il est important de contacter la chambre de métier et de prendre rendez-vous avec un conseiller entreprise de votre territoire. Sur ce point, nous vous expliquerons à la fin de cette vidéo comment demander un accompagnement à la CMA. Alexandre ? Merci. Après les différentes explications apportées par mon collègue Alexandre concernant la gestion de la trésorerie, je vais ici vous synthétiser les principales étapes à respecter afin d'anticiper au mieux votre redémarrage et réussir cette reprise.
Dans un premier temps, et je pense que mon collègue l'a bien indiqué, il faut contrôler votre trésorerie que vous possédez actuellement. Une fois ce contrôle réalisé, vous devez contacter vos principaux partenaires, notamment votre comptable, votre banque, votre assurance et la CMA bien entendu. Avec ces partenaires, vous pourrez identifier les aides à mobiliser pour votre entreprise, c'est-à-dire les aides que j'ai présentées précédemment. Ensuite, vous pilotez votre trésorerie, notamment en vous appuyant sur un prévisionnel de trésorerie et vous préparez votre démarrage. Au cours de cette vidéo, nous vous avons présenté la gestion de trésorerie, mais au redémarrage, d'autres aspects de votre entreprise ne doivent pas être négligés. Vous devez vous préoccuper non seulement de vos clients, mais également de votre personnel si vous en avez, et aussi bien les salariés que les apprentis. Pour votre personnel, vous devez respecter les règles d'hygiène et de sécurité qui sont indiquées par le ministère du Travail et évaluer les risques sanitaires avec le document unique d'évaluation des risques professionnels. Pour vos clients, vous devez également mettre en place ce que nous appelons les mesures barrières afin de garantir leur sécurité et les rassurer. Sur ce point, il vous faudra sûrement faire preuve de pédagogie en leur expliquant l'importance des règles d'hygiène, mais également, il vous faudra mettre en avant ces mesures barrières pour que vos clients ne se sentent pas en danger en votre présence et dans votre établissement. Pour d'autres artisans, il faudra reconquérir les clients perdus. Concernant le numérique, il était déjà très important et nous l'avons vu lors du confinement, il devient essentiel. À titre d'exemple, je pense notamment aux différentes démarches administratives à réaliser sur Internet. Grâce au numérique, vous pourrez notamment communiquer avec vos clients et rester en contact avec eux, mais aussi développer vos ventes en ligne ou permettre les réservations sur Internet, facilitant ainsi l'organisation de votre travail en fonction de votre calendrier. À noter que plusieurs webinars similaires à celui-ci et sur ces thématiques sont déjà disponibles sur le site internet de la CMA et d'autres sont en cours de réalisation et seront publiés sur notre site prochainement. Alexandre, s'il te plaît. Merci. Donc, juste avant de finir cette vidéo et de répondre à vos questions, je vous présente rapidement les accompagnements de la Chambre de métier. À noter que nous avons présenté ici la gestion de la trésorerie. Vous pouvez donc contacter la CMA pour être accompagné sur la gestion de votre entreprise. Mais comme je l'ai indiqué avant, d'autres thématiques sont également importantes et peuvent faire l'objet d'accompagnement de la CMA. Je pense notamment à la gestion des ressources humaines, au numérique ou encore au développement commercial. Concrètement, vous devez contacter notre service client au 09 72 72 72 07 afin de prendre rendez-vous avec le conseiller entreprise de votre territoire. Vous êtes par la suite accompagné par ce conseiller entreprise dans le cadre d'un dispositif d'accompagnement de la CMA. Alors, il existe soit le starter pour les entreprises de moins de 3 ans d'activité. Cet accompagnement starter est gratuit pour les artisans, car pris en charge par la région et par le Fonds européen de développement régional. Vous devez, pour être accompagné dans le cadre du starter, demander votre chéquier starter sur le site internet de la région Hauts-de-France, donc le site starter.hautdefrance.fr, et sélectionner la chambre de métier et de l'artisanat qui est en lien avec votre territoire. Si vous êtes situé sur le territoire de Béthune, vous sélectionnerez donc la chambre de métier et de l'artisanat de Béthune pour être accompagné par un agent de la chambre de métier de Béthune. Pour les entreprises de plus de 3 ans d'activité, elles peuvent être accompagnées dans le cadre du dispositif Booster. L'accompagnement est également gratuit pour les artisans, pris en charge également par la région et le Fonds européen de développement régional.
Cet accompagnement à titre gratuit est exceptionnel jusqu'au 31 décembre 2020. C'est-à-dire qu'à la base, le booster avait prévu il y avait un reste à charge pour les artisans. Dans le cadre en raison en tout cas du Covid-19, la région et le Fonds européen du développement régional prennent en charge intégralement le booster. Donc, il est totalement gratuit pour vous. Voilà, j'en ai fini avec les présentations. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions pour qu'on puisse intervenir en direct. Donc, bonjour, j'ai commencé mars. Alors, donc, Alexandre, est-ce que tu veux la question? Oui, vas-y, mais je ne peux pas lire le chat. Ah, pardon, donc, je vais la lire. Donc, bonjour, j'ai lancé mon activité le 20 février 2020. Puis-je demander le fonds de solidarité pour le mois de mars? 20 février 2020. Ah, ça va être compliqué dans la mesure où il n'y a pas réellement d'activité depuis le 20, ça je ne sais pas. Il a fait du chiffre d'affaires ou pas? On ne sait pas. Je sais pas. Je sais pas du tout si monsieur a fait La réponse, enfin, le problème, c'est pour les activités justement qui ont été créées récemment, qui ont eu peu de chiffre d'affaires depuis leur démarrage. Là, pour le coup, le fonds de solidarité risque d'avoir un intérêt limité, quand bien même il serait possible. Ça, il faut voir avec un conseiller de la chambre de métier parce que ça va dépendre beaucoup du niveau de chiffre d'affaires que vous réalisez. Et au pire, si le fonds de solidarité, si on n'était pas éligible au fonds de solidarité, on pourrait peut-être éventuellement demander une autre aide, peut-être à la sécurité sociale des indépendants, dans le cadre du fonds d'action sociale, éventuellement. À voir. Alors, oui, donc l'artisan précise que oui, il n'a pas fait grand-chose en chiffre d'affaires au 20 février 2020. Donc, en effet, il faut contacter quelqu'un de métier pour avoir... La référence de solidarité, c'est basé sur le calcul, la moyenne du chiffre d'affaires. Là, pour le coup, ça risque d'être difficile. Mais éventuellement, oui, nous contacter et voir ce que je vous dis. Là, la liste des aides qui a été établie, elle est non exhaustive. Et en plus de ça, c'est vraiment du cas par cas dans l'artisanat. Donc, faire juste simplement une liste des aides, c'est pas forcément toujours adapté à toutes les situations. Donc vraiment, ne pas hésiter à nous solliciter. On a beaucoup répondu à pas mal de questions d'artisans depuis le début de la crise. Donc pas hésiter à nous solliciter. On cherche vraiment à vous apporter des solutions adaptées et éventuellement à chercher même si d'autres aides ne seraient pas plus adaptées à vos difficultés. Voilà. Ouais. Alors j'ai une autre question. Donc les aides perçues sont affectées à quelque chose en particulier au sein de la trésorerie ou bien utilisables pour ce que l'on veut. Et aussi cette artisane, ça rentre dans le chiffre d'affaires ou dans quel comment comptablement parlant, j'entends. Ça, c'est pas une réponse qui est très simple. On se l'est beaucoup posé depuis le début de la crise sanitaire, dès lors que les aides ont été mises en place. Donc, pour moi, le fonds de solidarité ne rentre pas dans le chiffre d'affaires, puisque sinon, il y aurait payé des cotisations de sécurité sociale, ce qui serait pas forcément très logique. Pour autant, je ne sais pas dans quelle ligne comptable justement ça va être affecté. Mais il est clair que normalement, on ne doit pas payer de cotisations sociales sur ces aides. Sinon, c'est pas juste. En tout cas, il faut surtout pas, si la personne est une micro, déclarer cette aide au niveau de la sécurité sociale des indépendants comme étant du chiffre d'affaires, puisque sinon, elle va payer des cotisations dessus. Or, c'est pas du chiffre d'affaires à proprement parler. Ouais. Ensuite, alors oui, j'ai un artisan qui précise qu'il y a des aides locales, donc des communautés de communes qui prennent le relais dans certains cas de figure. Alors ça, oui, je précise que alors nous, on travaille, Alexandre et moi, sur donc la communauté d'agglomération de Béthune. En effet, la communauté d'agglomération de Béthune prend le relais de certains cas de figure quand l'artisan n'est pas éligible au fonds de solidarité. Mais ce n'est pas parce que parce qu'une communauté d'agglomération met en place une aide que vous êtes forcément éligible. Il y a
également, comme toutes les aides publiques, des cahiers des charges qui sont plus ou moins compliqués, avec plus ou moins de conditions. Nous, avec Alexandre, on connaît un peu plus le fonds d'urgence de la communauté d'Adelot de Béthune. On ne connaît pas forcément celle des autres, hein, de la MEL par exemple, on ne connaît pas. De Boulogne. Mais il y a toujours des cahiers des charges. Donc c'est pour ça que c'est important de contacter quelqu'un à la chambre de métier pour connaître ce cahier des charges-là et voir si vous êtes éligible. Oui, puis c'est du cas par cas, hein. Puis pour en revenir à la question précédente concernant la création récente, peut-être éventuellement voir si toutes les aides à la création auraient peut-être été mobilisées, qui pourraient éventuellement convenir pour pallier les difficultés que rencontre cet artisan pour ce démarrage d'activité. Donc vraiment, c'est du cas par cas. Faut essayer vraiment de chercher, d'aller solliciter les agents locaux, des antennes locales de la chambre de métier, pour leur demander conseil et voir s'ils ont connaissance de telle ou telle aide, parce que en fonction des communautés d'agglo, les aides diffèrent vraiment. Donc, pas hésiter à conseiller votre chambre de métier, votre antenne de chambre de métier à proximité de votre entreprise. Oui, sachant qu'en plus des communautés d'agglomération, si vous êtes situé dans une grosse commune, enfin une commune importante en tout cas, il existe aussi parfois des aides des communes. Mais bon, ça dépend où vous êtes situé. Donc il y a les communautés d'agglomération, mais il peut aussi y avoir des communes qui mettent en place des aides particulières. Mais ça, tout dépend où vous êtes situé. Alors, j'ai une question. Donc une artisane qui me demande. Alors, j'ai créé en janvier 2019, mais commencé à facturer au mois de mai 2019. Je n'ai donc pas de chiffre d'affaires sur les premiers mois. Est-ce que je peux prétendre à une aide? Alors, l'aide, le fonds de solidarité a changé entre le premier décret et la mise à jour. Enfin, il y a eu une mise à jour au niveau du fonds de solidarité qui permet maintenant de prendre la moyenne du chiffre d'affaires de l'année 2019. Donc, au niveau du fonds de solidarité, là encore, on pourrait vous répondre plus concrètement et estimer avec vous votre chiffre d'affaires moyen et voir vraiment avec un conseiller de la chambre de métier à combien éventuellement vous pourriez prétendre. Donc ça, c'est vraiment du cas par cas aussi, mais je vois pas d'inconvénient pour moi si on prend en compte la mise à jour du décret. Voilà. Ah oui, c'était par rapport à mai 2019. Donc, dans tous les cas, oui, ce sera une moyenne. En fait, ils font le décret mis à jour. Le décret a mis à jour le fonds de solidarité et du coup, il permet de prendre en compte la moyenne de chiffre d'affaires de l'année 2019. Donc, peut-être éventuellement répondre au problème et éventuellement. Après, c'est la date. Là, ça dépend si c'est une micro ou si c'est une personne au réel. C'est pas forcément la facturation. Si c'est une micro, c'est la date d'encaissement. À voir, quoi. Donc c'est pour ça, c'est du cas. Il faut vraiment qu'on vous explique tous les critères en détail avec vous, éventuellement au téléphone ou en rendez-vous physique quand c'est possible dans certaines antennes, pour éventuellement calculer l'aide éventuelle et voir pour vous aider à faire la demande, quoi. Mais là en collectif, c'est pas forcément très simple de répondre à un cas très particulier. On disait que ton micro marchait mieux et puis cette fois il ne remarche plus à nouveau. Donc l'artisane a répondu, elle nous remercie et oui, elle est dans une cas de micro, elle va prendre rendez-vous à l'antenne de Lille. Donc en effet, oui. Faut hésiter. Ouais, c'est plus raisonnable, sachant que bien sûr, enfin, l'idée des rendez-vous avec les conseillers de la chambre de métier, c'est en ce moment, forcément, c'est beaucoup sur les aides, forcément par rapport au contexte, mais on peut aussi voir d'autres thématiques. Il y a d'autres choses à voir, hein, c'est pas forcément que sur les aides. Si vous avez d'autres problématiques, c'est aussi un moyen, si vous n'avez jamais vu quelqu'un de la chambre de métier ou seulement vu un agent de la chambre de métier à votre démarrage, ça peut être bien de faire aussi le point avec lui pour voir un peu votre activité, sachant que par rapport au Covid-19, forcément, l'activité est un peu chamboulée. Votre prévisionnel,
il peut aussi ne pas être atteint ou atteignable, donc éventuellement le revoir par rapport au contexte. Donc ça peut être pas mal aussi de voir quelqu'un pour faire le point sur les aides financières qui existent, mais éventuellement aussi sur d'autres aides s'il y a besoin, sur d'autres thématiques. Moi, je parlais du numérique ou des ressources humaines. Ça aussi, c'est des thématiques où on peut vous accompagner pour un petit peu améliorer la situation. Je pense également pour le calcul des prix. Justement, le calcul du prix de revient, ça peut être intéressant au rendez-vous de faire un point sur la gestion de l'entreprise et voir s'il y a lieu de voir comment modifier son prix en fonction d'un nouveau calcul du prix de revient, par exemple. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? N'hésitez pas à les poser, on va attendre encore 2 minutes avant de conclure. Oui, sachant qu'il y a une artisane qui a dit, c'est pas une question, c'est une précision que oui, il y a une aide sur de l'AGFIP pour les travailleurs en situation de handicap sous condition. Oui, en effet, il y a d'autres aides qui existent. Hein. Oui, c'est pour ça, il faut faire du cas par cas et vraiment rendez-vous soit téléphonique, soit physique. On essaie de vous trouver des solutions pour essayer de trouver des aides. Après, ça nécessite souvent des recherches de notre part parce qu'on n'a pas forcément au moment T la réponse à toutes vos questions. Mais vous inquiétez pas, le conseiller fait les recherches derrière et regarde les différentes aides qui peuvent exister et répondre à votre situation. Alors, j'ai un artisan qui pose une question. Donc, il a 2 entreprises commerciales, Ouais. chacune des charges fixes, avec un seul numéro de sirène et 2 numéros de sirette. Ouais, alors là, c'est compliqué. Hein. Ça fait partie des cas auxquels je ne répondrai pas, parce qu'il faut que je regarde dans le détail, voir si ça n'a pas changé. Mais pour moi, c'était une seule demande. Et il faudrait que je regarde s'il n'y a pas une mise à jour de ce sujet-là. Pour hésiter à nous contacter, demander un conseiller. Et je vous dis, pour l'instant, il faudrait regarder. Pour être sûr et répondre de manière certaine à la question, il faut que je regarde le décret, la mise à jour, etc. sur le fonds de solidarité, histoire de ne pas raconter de bêtises en vidéo, quoi. Mais oui, ça fait partie des cas un peu difficiles, mais oui. Oui, bah ça malheureusement, c'est qu'il y a il y a eu beaucoup de cas au lancement des aides. Il y a eu énormément de cas qui répondaient pas. Enfin, ces cas-là, ils n'étaient pas prévus par la loi. Et c'est qu'il a fallu un peu attendre certaines précisions. Aujourd'hui, on en a un peu plus, mais il y a encore des thématiques où les questions sont un peu en suspens, on va dire. Donc oui, c'est mieux de contacter quelqu'un de la chambre de métier pour être sûr, sachant que la réponse n'est pas toujours. La question est simple, mais la réponse ne l'est pas forcément. Voilà. Donc c'est important de prendre en Il faudrait que je regarde le texte. Il faudrait que je regarde le texte en l'occurrence, parce que si j'ai pas le texte devant les yeux, je serais pas rassuré de répondre comme ça, brut de décoffrage. Ouais. Encore des questions? Alors, je vois qu'on est encore en train de taper. Ouais. Donc, le temps que la question ou que la remarque arrive. On a aussi Geneviève qui est en train de répondre, enfin qui est en train de taper quelque chose. Alors, donc, une artisane qui demande, vous avez parlé du BODAC. Dans quel cas et pourquoi le consulter? En fait, c'est pour vérifier s'il y a un état de cessation de paiement qui a été prononcé à l'encontre d'un de vos clients
d'un de vos fournisseurs pour vérifier que l'entreprise n'est pas justement en situation de cessation de paiement et pourra bien vous payer l'intégralité de votre prestation ou de votre chantier. Donc le BODAC répertorie toutes les cessations de paiement, les mises en redressement, les mises en liquidation des entreprises. Donc c'est important pour moi de bien le consulter parce que même s'il y a une relation assez proche, même si vous avez une relation assez proche avec votre client, il faut quand même malgré tout le consulter pour ne je pense par exemple dans le bâtiment, beaucoup, s'ils travaillent sur du neuf, travaillent avec un seul et même client. Donc il faut quand même consulter la situation du client, histoire qu'il ne vous mette pas en péril et qu'il ne vous laisse pas un impayé, un gros impayé. Dans une situation de contexte de crise, il est fort probable que beaucoup d'entreprises soient en difficulté. Donc le but, c'est justement d'éviter de vous mettre vous-même en difficulté en concentrant tout votre chiffre d'affaires dans un seul client. Donc le BODAC, en fait, c'est le bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Donc vous pouvez aussi faire des recherches sur société.com, sur Infogreffe, mais la règle, c'est le BODAC. Voilà. Donc ça, vous pouvez le consulter sur Internet. Hein. Vous tapez BODAC, il y a 2 C, et normalement, vous allez le trouver. Voilà. Une question, Quentin ? Non, j'ai un monsieur qui posait la question par rapport à ces 2 établissements qui nous remercie et qui a un contact à la métier de Saint-Solve. Ouais. Et qui en est vraiment très efficace et il nous remercie, nous souhaite bonne continuation et prenne soin de nous. C'est gentil, merci. À vous aussi. À vous aussi et bonne continuation. Bon, du coup, si vous avez plus de questions, on va conclure. Je vous remercie beaucoup pour cette participation à ce webinaire. On s'excuse encore une fois pour le réseau qui nous a joué des tours au début et qui a décidé de s'améliorer au milieu du webinaire. Vraiment désolée. Je vais essayer de trouver des solutions avec certaines personnes, notamment Salomé, je vais vous recontacter, pas de souci. Avec un peu de chance dans le replay, le son s'améliorera. Donc merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée et n'hésitez pas à consulter nos autres webinaires sur la page que je vous ai partagée précédemment. Encore bonne journée. Et puis merci à Alexandre et Quentin. Bonne journée. Au Merci. revoir. Bonne journée. Au revoir.